le sujet de ce soir, et je suis super content qu'on se revoie. Le sujet de ce soir, c'est une question. Se former uniquement à distance, qu'est-ce que cela va changer durablement? Moi, je connais trop bien la nature humaine avec mon vieil âge maintenant pour me dire que les vieux démons vont nous reprendre vite fait au galop et que le présentiel va reprendre ses droits dès qu'il sera possible et la distance va prendre un peu de distance. Je suis d'accord avec toi, Philippe, hein. Je pense que euh, d'autant plus les offreurs vont vouloir revenir rapidement sur le modèle qu'ils maîtrisent et qui leur permet de fonctionner. Mais les entreprises, je ne sais pas si elles vont revenir massivement acheter de la formation présentielle. Enfin, voilà. Est-ce qu'on n'est pas dans un mouvement un peu plus large où le télétravail va dans des proportions inconnues jusqu'à présent, s'organiser, s'institutionnaliser, pas complètement en télétravail, parce que je pense que toujours une partie des gens vont avoir plaisir à revenir voir leurs collègues, même si les prochains mois vont quand même être un peu délicats avec toutes les mesures de protection qui sont mises en place. Mais c'est la même chose pour la formation. Est-ce qu'on ne va pas vers un modèle plus équilibré, avec une partie de présentiel quand c'est vraiment nécessaire et que ça apporte une vraie plus-value à la formation, et puis une partie distancielle, dont on peut discuter des modalités, qui cette fois-ci aussi s'inclut dans une dynamique plus large de télétravail au sens large. La formation, c'est une partie du travail, quand elle est tout au long de la vie. Et qui propose donc des modalités qui sont structurées, qualitatives et qui préservent les soucis des contrôles de gestion, non? Non, je vous disais rapidement que ce que j'avais pu observer après 2 ou 3 semaines de reprise, c'était des réactions très différentes d'un client, d'une entreprise à l'autre, qui se découpaient en on va dire, trois grandes familles. C'est ceux qui, grâce à cette période, ont vraiment pris pied dans le digital, étaient très présentiels et se sont aperçus que ça avait ses limites. Elles étaient plutôt conséquentes. Et du coup se mettent au digital en se disant que là, ils n'ont plus le choix. On en a vu quelques-uns. Il y a ceux qui étaient déjà très orientés digital, mais qui parfois étaient freinés par les habitudes des collaborateurs ou de la direction, et qui là ont profité un petit peu de cette porte ouverte pour aller encore plus à fond dans le digital. Et puis, il y a les troisièmes que j'ai oubliés d'ailleurs. Je suis désolée parce que ça m'a perturbée d'être coupée dans mon élan. Mais en tous les cas, je trouve que d'un groupe à l'autre, une entreprise à l'autre, les réactions sont assez variées, en fait, assez différentes. Il y a au moins jusqu'à septembre les gens qui font leur formation sur leur chômage partiel. Déjà, ça va se faire globalement, ce sera à distance. Donc, on aura peut-être déjà un premier aperçu, mais effectivement, je te rejoins, Virginie, c'est trop tôt là, tout de suite. C'était un laboratoire cette période, parce qu'on ne s'est pas organisé pour ni travailler à distance, ni former à distance. On a juste paré au plus pressé. Et comme tu l'as dit, Aurore, il a fallu, entre guillemets, occuper du temps qui ne pouvait pas être exploité autrement. On s'est retrouvé, moi je me suis retrouvé avec plein de personnes en formation qui étaient plus disponibles pour être formés. Et donc, est-ce que le modèle a séduit? Oui, mais parce que on était un peu plus disponible, parce qu'on pouvait se rendre disponible, même pour les travaux qu'on pouvait proposer quand on formait sur plusieurs sessions, donc en intersession. La période était bizarrement favorable, à mon avis, à la transposition à distance. Est-ce que replacer la distance, comme on l'a pratiqué là, dans une période de retour à la normale, avec les guillemets qui vont bien, voilà, ce sera tout aussi bien perçu, parce que ça a été très bien perçu, la distance. Et voilà, qu'est-ce qu'il en restera probablement, mais qu'est-ce qui n'en restera pas, parce que c'était une période qui était exceptionnelle. Moi, si je devais la synthétiser, je dirais qu'elle a ouvert des chakras. Je pense qu'effectivement, ça a révélé des choses. Et puis, le regard qu'on a eu sur la formation éloignée, si on est opposé et qu'on nous la propose, mais qu'on a des alternatives, on reste dans l'opposition à cette proposition et on voit que les défauts. Quand on n'a pas le choix, comme ce qui a été le cas de la période qu'on a passée,
rester dans l'opposition, ça ne sert plus à rien puisqu'on n'a pas le choix. Donc, on a un regard un peu différent et je pense qu'il y a quelques vertus qui ont été trouvées. Est-ce que ça va perdurer à partir du moment où on n'aura plus peur les uns des autres, ce qui est encore le cas pour certains, se retrouver sera et un plaisir et plus une crainte ou une difficulté. Mais je pense qu'effectivement, tu as raison, Virginie, des chakras se sont ouverts. Pour donner des éléments de réponse, en fait, il y a peut-être deux choses à prendre en considération. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, ce qui nous a conduit à faire de la formation à distance, c'est le confinement. Et tu parlais d'une autre raison, Philippe, qui est la raison économique. Et puis, l'autre paramètre, c'est la crise économique avec la réduction des coûts et auquel cas, pareil, réduction des déplacements pour les formations, réduction des temps de formation, etc. Il y a ces deux paramètres pour moi qui sont à la fois liés, mais aussi indépendants. Peut-être pour rester sur l'aspect économique 2 minutes, moi j'ai une crainte qui est de se dire effectivement ça a coûté moins cher de former comme ça. Le bonheur c'est qu'on a eu la capacité à le faire, mais la crainte c'est qu'on les fait dans l'urgence, donc pas très bien fait. Et que du coup, dans l'analyse économique que font les boîtes, la dimension ingénierie pédagogique et investissement lié à faire de la formation à distance de qualité et non pas un substitut fait à l'arrache pour juste délivrer le service, qui est plus un service d'information à distance peut-être qu'une vraie pédagogie à distance, eh bien ce coût-là, cette notion d'investissement dans l'ingénierie, dans la conception, dans la qualité des supports, des interactions, il passe à l'as. Donc, on risque d'avoir la double peine, en gros, c'est-à-dire à la fois se dire on va continuer comme ça parce que ça coûte moins cher, et puis comme ça ne coûte rien et qu'on a eu nous-mêmes la capacité en interne de le faire à l'arrache, continuons comme ça, monsieur, dame, et pas de souci. Moi, il me semble que les clients, les structures qui sont matures sur le sujet ne reverront pas leur qualité à la baisse parce qu'elles ont là encore plus pris conscience de l'importance de cette qualité. Et celles qui ne l'étaient pas, eux, en effet, iront dans le sens que tu évoques, Philippe. Donc, on aura une accentuation des tendances et donc, comme d'habitude, du prosélytisme, de l'éducation, entre guillemets, à faire auprès de ces structures qui considèrent que la qualité peut être dégradée sans conséquence. Oui, moi, je regarde plutôt ce qui se passe en Allemagne, le marché allemand, et selon des études bien informées, ce qui est envisagé pour les 5 prochaines années, c'est un doublement des budgets e-learning. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, c'est ça a vraiment libéré un mouvement vers la digitalisation et débloquer des budgets énormes pour faciliter en fait, la mise en place d'infrastructures à tous les niveaux, au niveau des écoles, au niveau des lenders et autres. Donc, il y a de l'argent qui va se débloquer pour faciliter la transition digitale. Non, mais pour réagir sur effectivement le niveau de maturité par rapport au digital learning, en Belgique, c'est vrai que ce n'est pas du tout ancré autant que chez vous en France. En tout cas, il y a beaucoup moins d'acteurs significatifs. Et donc, cette pandémie, en tout cas, ou ce confinement, a révélé, enfin, a bousculé quand même beaucoup au niveau de la formation, a accéléré, je dirais, les choses. Et je vois ça plutôt positivement. Donc, nous, en tant qu'organisme de formation, on a vu évidemment beaucoup de choses bouger, beaucoup de postures en fait qui ont changé, qui étaient bloquées sur une culture très forte en présentiel, et qui maintenant la posture est totalement différente vis-à-vis de l'apprenant lui-même, qui doit changer aussi sa manière dont il va apprendre. Je crois que ça aussi, c'est pas simplement, il y a une offre en ligne, il doit aussi changer la manière dont il va aborder la formation, où il va la caser dans son agenda. Nicolas parlait tantôt, ils ont du temps disponible pour l'instant. Effectivement, à partir de septembre, nous, quand on consulte un peu nos différentes entreprises, par exemple, sur nos 55 000 entreprises qui dépendent de nos sectoriels, la majorité dit en septembre, la formation, ce ne sera sûrement pas notre priorité, ce sera reprendre notre business.
La situation va être bizarre quand même, hein, parce que on se retrouve en fait, je ne vais parler que de ma mince expérience hein, de cette période de confinement, mais à avoir animé avant le confinement en présentiel, à avoir poussé en tout distanciel pendant le confinement et j'en sors, hein, j'ai eu un appel en tout début d'après-midi où on se dit qu'on va maintenir en fait à l'avenir les deux formules. C'est-à-dire que la même formation sera dispensée sur les deux modes. Or, c'est pas du tout le même boulot. Pour le formateur, c'est pas du tout le même boulot pour les stagiaires. C'est pas du tout le même investissement en termes, par exemple, d'encadrement et de suivi des apprenants. C'est pas la même temporalité. Et on évoquait, Philippe évoquait le fait que oui, on va vendre des trucs un peu tout pourris, de la malbouffe de formation, alors que le tout à distance, en tout cas de la façon dont je l'ai vécu, me demande considérablement plus d'investissement. Oui, ce que j'observe, c'est aussi effectivement le positionnement des écoles de commerce ou enfin des universités sur ces sujets-là. Et effectivement, Nicolas, on va leur demander dans le futur d'assurer à la fois de la formation en présence traditionnelle et en même temps des mécanismes qui permettent aux étudiants de se former à distance sans dégradation de l'expérience apprenante. Et donc, effectivement, ça repose le problème du modèle économique, comment on valorise le travail qui est effectué, surtout quand une partie de ce travail ne peut pas être rendue visible et ne doit surtout pas être rendue visible et traçable partout sur la plateforme. Donc, on a effectivement à recalculer la valeur de l'accompagnement dans les dispositifs. Et les formateurs ont fortement intérêt à être capables d'expliquer cette valeur pour compenser celle qu'ils vont perdre sur la transmission. Ce qui veut dire que cette période dont on discute, qu'on pensait être anachronique, comme être une petite fenêtre qui a duré 2 mois, en fait, c'est une grande fenêtre qui va se prolonger sur une quasi-année, de 8 à 10 mois. Et ce que disait Virginie est très juste, ça a ouvert les chakras et moi je ne crois pas qu'ils vont se refermer. Les choses ont pris un tour tellement nouveau, y compris dans nos pratiques professionnelles, qu'on ne va pas pouvoir effacer cette année et en considérant qu'à la fin de l'année civile, les choses reprennent tout à fait normalement, ce qui est encore une autre affaire. Donc, on va pas pouvoir revenir en arrière. Ce qui se passe, à mon sens, c'est que on vient de rendre tangible, crédible et économiquement viable ce que beaucoup poussent depuis fort longtemps, c'est-à-dire ce qu'on appelle la formation mixte, ou blended en anglais, mais on doit pouvoir le faire en français. C'est-à-dire une partie en distanciel, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites à distance. La pédagogie inductive ou inversée a démontré tout l'intérêt de préparer un cours auquel on va assister ensuite et de ne refaire en réel où, globalement, aujourd'hui, on ne peut recevoir que la moitié, faire en présentiel, ce qui apporte réellement de la valeur. De la même manière que pour les technologies immersives, merci pour la perche, Nicolas, où aujourd'hui, il me semble que le seul vecteur de pouvoir mettre en place quelque chose de durable, c'est de commencer par construire une stratégie collective qui donne de la visibilité, des objectifs et des ambitions que ensuite on satisfait pas après pas. Je me demande si pour l'opportunité de cette situation de repenser les dispositifs de formation et de les mêler harmonieusement et de manière rationnelle d'un point de vue économique, il n'est pas l'occasion que plutôt que d'essayer de produire des contenus d'immersive learning, mais de proposer à nos clients de prendre le temps de repenser leur stratégie learning et de faire la part des choses entre ce qui doit être fait en présentiel parce qu'il y a une valeur et une nécessité à faire, ce qui peut être fait en distanciel et en asynchrone parce que c'est plus efficace, plus rationnel et que ça présente des qualités. Et à partir de cette reconfiguration de la stratégie, de déboucher sur une activité où on produit du qualitatif pour le distanciel, parce que tout le monde a bien compris, mais quel que soit le sujet, quand c'est mauvais, et quand c'est bon, c'est bon. Et on en a plus pour son argent quand c'est bon que quand c'est mauvais, même si ce n'est pas cher au départ.
Quand j'évoquais le prosélytisme dont on fait preuve depuis des années, c'est ce travail-là en fait qu'on fait quand on va voir nos clients, c'est de travailler avec eux sur la pertinence d'un dispositif et de le repenser et de pas. Mais je rejoins aussi Philippe quand il parlait au début des habitudes qui reprennent, parce qu'il y a la solution de facilité, c'est toujours plus facile d'aller vers ce qu'on connaît. Il y a aussi la capacité de l'être humain à avoir peu ou pas de mémoire. Malheureusement, c'est aussi le cas et on est tous dans ce cas-là pour certaines choses. Donc, moi, je balance entre vous deux en me disant oui, il y a des trucs qui vont changer, mais il y a des trucs aussi voilà, où on va revenir à ce qu'on faisait avant. Et les chakras resteront peut-être d'autant plus ouverts que cette période dont tu parlais, Nicolas, va durer. Alors, il y a deux autres points qui restent en suspens pour répondre à la question si la formation va rester durablement à distance et qu'est-ce que ça va changer. C'est est-ce qu'on va avoir une offre aussi riche que celle qu'on avait précédemment? Pour deux raisons. Est-ce que les gens qui animaient les formations sauront faire la même chose à distance? Et est-ce que ce qui était fait non en distance est faisable en distance? Voilà. Alors, quand la question nous est posée de façon générique, est-ce que toutes les formations peuvent être faites à distance? On a l'habitude de dire oui. Avec plus ou moins de bonheur, d'adaptation, etc. Est-ce que tout le monde est capable de faire de l'animation à distance? Là, je dirais non. Et puis, même si on a les capacités à animer et que le sujet est transposable, est-ce que, comme le disait Nicolas, est-ce que les offreurs vont investir dans la transposition parce que ça a un coût? Donc, ça fait pas mal d'inconnus pour être capable de répondre à la question. Ouais, je veux bien intervenir. Je ne pense pas que ce soit moins cher déjà. Quand on fait une bonne formation, si on veut qu'elle soit complète, je pense que c'est hybride. Du coup, si on veut mélanger, si on part sur un full distanciel, en imaginant qu'on reste quelques temps comme ça, on ne va pas dans les bureaux des entreprises. Pour la pratique, il peut y avoir la VR. Pour le théorique, l'e-learning, tu vas combiner ça avec du webinar, de la visio en face à face avec un formateur. Donc, je pense qu'il y a tout qui va se combiner et du coup, le dispositif est excessivement cher. Enfin, rien que de la VR, déjà, on explose le dispositif. Si tu découpes, tu prends un formateur, il va falloir le former à ces pratiques. Je pense que tout le monde est capable de former à distance, mais il faut le former à ça. Donc, du coup, je pense qu'il y a beaucoup d'investissements. Et si c'est sur une période courte, les gens ne le feront pas. Par contre, il faut que ça soit quelque chose qui puisse durer dans le temps et qu'ils se rendent compte que l'investissement qu'ils font aujourd'hui, il pourra perdurer. Philippe dit on peut former à tout à distance. La question serait, est-ce qu'on peut tout apprendre à distance? Il y a des domaines où c'est difficilement imaginable d'apprendre complètement à distance, où on a besoin tout simplement de son corps dans l'espace, son corps situé. Alors, on peut arriver vers faire de la simulation, mais avec des investissements probablement phénoménaux. Et donc, il y a des choses pour lesquelles la transposition même, si on investit dans la transposition, elle va être très coûteuse et l'effet en termes d'apprentissage pas nécessairement pertinent. Si on prend le sport, par exemple, on peut apprendre un certain nombre de choses, mais pour nager, il vaut mieux apprendre à nager dans une piscine ou dans la mer. Et il y a aussi des choses qui sont très puissantes faites en présentiel, et lorsqu'elles sont mal transposées à distance, elles n'ont plus du tout l'effet qu'elles auraient en présentiel. Je pense par exemple à des choses comme Lego Serious Play. Tu peux provoquer des choses fantastiques avec des groupes en présence, et si tu transposes mal à distance, tu as quelque chose qui ne marche pas. La VR pour Lego Serious Play, ça devrait très très bien marcher. Hein. Certainement. Certainement. Mais en fait, sur la durée, il ne s'agit pas de savoir. Il faut voir l'investissement de transposition. Est-ce qu'on parle de distance par rapport au formateur ou distance par rapport au travail?
Pour s'inscrire dans la durée, en tout cas, c'est vraiment la deuxième option, hein, Nicolas. Enfin, Ouais. c'est la distance par rapport au formateur, c'est pas la distance par rapport au lieu de travail. Pour prolonger ce que dit Nicolas, en Allemagne, on parle, pour décrire un peu l'environnement dans lequel sont les apprenants, c'est les écosystèmes d'apprentissage. Et l'autonomie, effectivement, l'autonomie de l'apprenant, c'est gérer ces écosystèmes d'apprentissage, c'est-à-dire se débrouiller pour participer à un webinaire offert. L'offre a explosé aussi hein, au cours des derniers mois. On a eu une offre en ligne phénoménale. De construire avec ces entreprises les plus agiles les modalités d'un futur présent qui donne satisfaction à toutes les conditions, puisqu'effectivement, tout le monde a ses chakras ouverts maintenant, y compris les apprenants et y compris les formateurs qui pouvaient être réticents à ces modalités. Donc voilà, il faut aussi être attentif à accompagner les apprenants et les stagiaires à apprendre aussi, à appréhender toute cette nouvelle offre de formation à distance, parce que ça s'apprend aussi. Il y a les formateurs, il y a les apprenants, et je parlais tantôt aussi les managers. Hein. Qu'est-ce que c'est la formation à distance? Comment est-ce que je gère mes employés qui se forment à distance aussi? Bon, bah alors l'avenir nous dira ce que devient la formation, si elle reste massivement à distance ou pas. Vous pensez qu'on pourra savoir ça quand? Fin d'année, début d'année prochaine? S'il y a une tendance qui dégage? L'année prochaine, je pense, mais moi, il y a quelque chose dont vous n'avez pas parlé, il manquera toujours quelque chose, c'est qu'on va en formation pour avoir le resto et discuter avec ses collègues. Et aujourd'hui, s'il n'y a plus ça, je ne sais pas comment on va faire. C'était quand même Il y aura un combo avec des Deliveroo. Mais il va falloir l'anticiper. Hein. Eh ben, à bientôt. À bientôt. Ouais. Bye bye. À la prochaine. Bon apéro. Ouais, merci. Au revoir. Parce que les gens ont pris l'habitude de faire des apéros en classe virtuelle.